Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et merci d'écouter Radio Prague International. Au sommaire de ce programme d'actualité, un nouveau système numérique pour accélérer la procédure d'octroi des titres de séjour aux étrangers. Focus aussi sur le Festival international de films documentaires Jeden Svět qui s'achève ce jeudi à Prague. Mais tout de suite le Flash Info par Anna Kubišta. Les informations. Le président Petr Pavel rencontre le Premier ministre Andrej Babiš au château de Prague ce mardi afin de discuter du budget de l'État pour cette année, ainsi que de la situation sécuritaire actuelle, tant au niveau national qu'international. Selon la chancellerie présidentielle, l'ordre du jour comprendra également la préparation du pays face aux crises et aux situations d'urgence, ainsi que le calendrier des prochains déplacements à l'étranger. Le Parlement a approuvé le budget la semaine dernière avec un déficit de 310 milliards de couronnes et seule la signature du président est désormais nécessaire. Petr Pavel a déjà indiqué qu'il ne poserait pas son veto au projet de loi, même s'il a critiqué les dépenses prévues en matière de sécurité et de défense. À Bruxelles, où il se trouvait pour une réunion des chefs de la diplomatie de l'Union européenne, le ministre tchèque des Affaires étrangères Petr Matsenka a affirmé que la coalition gouvernementale ferait adopter une proposition de loi visant à encadrer les ONG malgré les critiques de l'opposition et du secteur associatif. Ce texte vise notamment à renforcer la transparence financière de ces organisations, en particulier celles impliquées dans le débat public ou politique, en exigeant davantage de transparence sur leur financement, y compris étranger. Très contesté, le projet est accusé par ses détracteurs de s'inspirer de la législation russe sur les agents étrangers. Petr Matsenka a rejeté cette comparaison qu'il a qualifiée d'argument facile. Cette proposition de loi a pourtant été préparée par des personnalités considérées comme proches de la sphère pro-russe et de désinformation, comme c'est le cas de la conseillère pour la liberté d'expression du Premier ministre Andrej Babiš. Le gouvernement tchèque a de nouveau rejeté fermement le projet européen visant à mettre fin à la vente de voitures neuves à moteur à combustion après 2035. À Bruxelles, Filip Turek, qui n'est pas le ministre de l'Environnement mais le chargé gouvernemental pour la politique climatique, a jugé ces objectifs irréalistes, évoquant une faible demande pour les voitures électriques et un contexte géopolitique défavorable. La Commission européenne a déjà assoupli sa proposition en réduisant l'objectif de baisse des émissions de CO2 des voitures neuves à 90% d'ici 2035 contre 100% initialement, laissant une marge compensée par des carburants neutres en carbone. Mais le Premier ministre Andrej Babiš estime cette concession insuffisante et souhaite une suppression totale de cette mesure au niveau européen. Des sociodémocrates tchèques proches de l'ancien Premier ministre Vladimír Špidla prévoient de créer un nouveau parti politique qu'ils souhaitent enregistrer dès le mois de juin prochain. Cette initiative intervient quelques mois après l'échec électoral du Socdem qui n'a pas réussi à revenir au Parlement. Le projet provisoirement nommé Nouvelle Social-Démocratie est porté par plusieurs figures issues de l'aile critique du parti. Un comité préparatoire doit être mis en place afin de réunir les 1000 signatures nécessaires à l'enregistrement officiel et afin de rédiger les statuts. Michal Koudelka, le chef des services de renseignement, a proposé la nomination de son adjoint Jan Pavlíček au grade de général de brigade. Si sa demande est approuvée par le gouvernement puis entérinée par le président Petr Pavel, le BIS aurait pour la première fois à sa tête 2 généraux, inconnus du grand public. Jan Pavlíček est responsable de la collecte d'informations et des opérations offensives sur le terrain depuis 8 ans. En raison de son âge, cette année doit être sa dernière de service et selon le site iroslas.cz, Michal Koudelka souhaite que son bras droit s'en aille avec les honneurs. Des scientifiques ont identifié une nouvelle espèce de rongeur africain proche du rat taupe nu, connu pour sa longévité exceptionnelle et sa résistance au manque d'oxygène. L'étude à laquelle ont participé plusieurs chercheurs tchèques a été publiée dans la revue Communications Biology. Les chercheurs ont montré que ce rongeur se divise en plusieurs lignées distinctes, dont la plus différente a été classée comme une nouvelle espèce. Ces animaux sont une source de fascination pour les scientifiques car malgré leur petite taille, ils peuvent vivre plus de 30 ans, présentent peu de signes de vieillissement, développent rarement des cancers et peuvent survivre jusqu'à 18 minutes presque sans oxygène et sans dommages cérébraux. Un mot de météo pour terminer. Mercredi, jour de fête des Edwards, de belles éclaircies et légères remontées du mercure avec des températures moyennes maximales autour de 14 degrés.
Radio Prague International, le programme francophone. Envisagée depuis déjà quelques années, mais jamais encore concrétisée et réalisée, la numérisation des procédures de délivrance et de retrait des permis de séjour en République tchèque devrait prendre prochainement un nouvel élan après que le gouvernement ait approuvé lundi 16 mars le projet de loi sur les étrangers, un texte qui concerne également les ressortissants des pays de l'Union européenne. Guillaume Narguet nous en dit plus. La procédure d'octroi et de résiliation des permis de séjour pour les ressortissants étrangers en République tchèque pourrait être accélérée à compter de 2029, conformément au projet de nouvelle loi dite sur les étrangers qui a été approuvé par le gouvernement lundi. Donc, un nouveau système d'information numérique devrait permettre d'y parvenir. Selon ce projet, les ressortissants des pays de l'Union européenne qui séjournent en République tchèque pendant plus de 90 jours seront également tenus de s'enregistrer auprès du ministère de l'Intérieur. Cette mesure, qui concernerait actuellement quelques 200 000 personnes qui résident dans le pays mais dont la police des étrangers ne dispose d'aucune trace officielle, devrait entrer en vigueur à partir de 2030. Pour l'instant, cette démarche d'enregistrement reste facultative pour ces derniers et selon le ministre de l'Intérieur, Lubomír Metnar, tous ces changements seront instaurés progressivement. Le système informatique que nous allons mettre en place est si complexe et d'une telle ampleur que, même selon les experts, il ne sera pas possible de le rendre opérationnel avant le 1er janvier 2029. Selon le ministre, qui a confirmé que le nombre de demandes de titres de séjour ne cessait d'augmenter, auquel il convient d'ajouter plus de 600 000 autres dossiers chaque année relatifs à des changements de lieu de résidence ou encore de titres de voyage, cette loi ne modifiera en rien les conditions pour leur obtention. Le texte va désormais être soumis à la Chambre des députés, comme il aurait toutefois déjà dû l'être précédemment. En effet, le projet dont la genèse remonte à 2021 a jusqu'à présent été soutenu par tous les gouvernements. La version approuvée par la coalition lundi s'inscrit dans la continuité de celle approuvée par le précédent cabinet de Petra Fiala il y a 1 an et demi. Une approbation qui était toutefois restée sans suite puisque le projet n'avait même pas été soumis en première lecture à la Chambre des députés. Sur le fond, le texte s'inscrit dans la continuité de la loi actuelle et ne traite donc ni des conditions d'asile ni de la protection temporaire, une mesure qui concerne majoritairement les réfugiés ukrainiens. De même, toujours selon le ministre Lubomír Metnar, aucune modification des conditions clés pour l'octroi des titres de séjour, pas plus qu'un assouplissement des règles actuellement en vigueur ne sont prévues. Outre la mise en place donc d'un nouveau système d'information, le projet de loi prévoit également de renforcer la responsabilité des garants, autrement dit des personnes qui invitent ou font venir des ressortissants étrangers en République tchèque. Il s'agit là par exemple des employeurs, des universités ou encore des clubs sportifs. Tous seront soumis à de nouvelles obligations de déclaration et les données relatives aux ressortissants étrangers seront partagées via ce système. Enfin, le projet prévoit également l'instauration de nouvelles conditions permettant de retirer leur titre de séjour aux auteurs d'infractions pénales et aux personnes qui menacent l'ordre public ou encore la sécurité intérieure. Plus globalement, toujours selon le projet de loi, le ministère ouvrira des comptes pour les ressortissants étrangers à partir de janvier 2029. Ce compte permettra aux personnes concernées de communiquer avec les services administratifs et de déposer les demandes de permis de séjour. Tous les documents seront transmis par voie électronique. Selon le ministère de l'Intérieur, le registre des ressortissants issus des pays membres de l'Union européenne doit permettre aux autorités d'accéder aux données relatives à des personnes pour lesquelles il n'existe actuellement aucune information dans le registre de la population. Une situation qui pose des problèmes aux autorités puisque, par exemple, les communes ne reçoivent pas d'argent pour les ressortissants étrangers résidant sur leur territoire et ces derniers ne paient pas les taxes locales. Le Festival international du film documentaire Jeden Svět, One World s'achève ce jeudi à Prague. Membre du jury principal de cette 27e édition, le producteur irlando-britannique Mike Downey a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Mike Downey, bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre lien ? Quel rapport avez-vous avec Prague et avec la Tchéquie dans son ensemble ? Comme vous saviez, je suis producteur de cinéma et je suis très engagé dans le cinéma et la politique en général. Mais Prague, j'ai fait peut-être 4 ou 5 films dans ma vie à Prague. Donc j'ai passé sûrement, j'ai pas bien calculé, mais sûrement 1 an de ma vie dans Prague, les environs, Benešov et les autres endroits en la République tchèque. Quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez de ces passages ici ? Les longues nuits à Radost et puis pour le travail, j'ai fait un film qui s'appelle Franz d'Agnieszka Holland, qui demain va être dans le concours pour les Lions de l'Académie tchèque, et nous avons 15 nominations. Donc j'espère que demain ça va être un des meilleurs jours de ma longue histoire avec. Et c'est c'est le dernier projet en date et c'est un projet important puisqu'évidemment c'est le biopic de Franz Kafka réalisé par cette réalisatrice qui a étudié ici à la FAMU. C'est incarcéré ici aussi en 68 enfin faire un film sur Kafka avec une réalisatrice tchèque, c'est peut-être attaquer un des grands sujets de littérature tchèque, qui est une vache sacrée de la littérature. Donc, je pense que nous avons été très fiers en tant qu'étrangers. Je suis irlandais aussi. Elle est polonaise. Elle est polonaise. Donc, mais je crois qu'elle est dans le cœur des Tchèques comme quelqu'un qui comprend très bien la culture tchèque et qui est très attaché à la Tchéquie. Est-ce que vous la comprenez, cette culture tchèque ? Je sais que vous avez également travaillé sur des projets de Alice Nellis, notamment. Ah oui, j'ai fait ça, c'était il y a longtemps. J'ai aussi travaillé sur le film d'une autre icône tchèque, Charlatan. Le film s'appelle Charlatan. Et ça aussi, ça a été le candidat pour le Oscar tchèque. France, cette année, c'était le candidat polonais pour le Oscar tchèque. Le Oscar tchèque candidat, c'était un autre film. Est-ce que dans ce festival One World, Jeden Sviet, vous avez découvert des choses ? Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont surpris ? Je fais des documentaires, mais en général, je fais des films de fiction. Donc, le monde documentaire, quand j'entre dedans, ça m'étonne toujours qu'il y a tant de créativité, il y a tant d'engagement, il y a tant de pouvoir social en ce qu'on fait dans cette forme. Et Jeden Sviet, One World, c'est un des plus importantes expositions de films de conscience et d'engagement. Donc, pour moi, les films sont un peu difficiles. Il n'y a pas beaucoup de blagues, mais ça me donne quelque chose d'avoir la possibilité d'être ici. Je ne veux pas parler spécifiquement de qualité des films individuels en tant que membre du jury, mais le standard c'est très haut et je suis très content de voir tant de talent. Mike Downey, est-ce que ces films documentaires aujourd'hui reflètent le bouleversement du monde que l'on vit actuellement ?
Oui, c'est très actuel. Les films sont une très importante réflexion de la bouleversement du monde qu'on trouve maintenant dans beaucoup de scénarios différents. Et c'est bien qu'il y a des gens qui font des efforts de faire ces réflexions parce que le monde que je vois maintenant et que je crois que tout le monde voit, ça ne va pas s'améliorer très bientôt. Vous avez reçu ici, il y a quelques années, le prix du festival Febiofest. Est-ce que vous avez des liens, des amis, alors Agnieszka Holland on en a parlé, des gens dont vous appréciez le travail ou peut-être seulement la compagnie ici à Prague? Oh, il y a tant d'amis et tant de gens. Il y a mon partenaire productrice, Shaka Cimbalova, avec qui j'ai fait 4 ou 5 films avec Agnieszka maintenant. Après que je parle avec vous maintenant, je vais prendre une bière avec Karel Och qui gère le Festival international de films de Karlovy Vary. Et je suis toujours très content de voir demain mes amis de famille Trojan, Peppa et son père. Trojan, oui. Donc, le plus de temps que je passe ici, le plus de gens émergent et nous nous trouverons tous, enfin, avant que je parte. Merci beaucoup Mike Downey et bonne fin de festival ici à Prague. Merci à vous et excusez-moi pour tuer la belle langue française. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Il y a 100 ans, naissait à Prague Dagmar Hochova, l'une des plus grandes représentantes de la photographie humaniste tchèque. Il y a quelques mois, la Maison de la photographie de la Galerie de la ville de Prague a consacré une rétrospective à cette femme qui, bien plus que la photographe des enfants, comme elle est parfois surnommée, a d'abord été un grand témoin de la vie en Tchécoslovaquie. Guillaume Narquet. L'important, c'est d'avoir un thème. Une fois que vous l'avez, vous pouvez découvrir et créer un monde. Prétendait Dagmar Hochova, née en 1926 à Prague, ville où elle est morte aussi 86 ans plus tard. Ces thèmes, dans la carrière d'une photographe profondément humaniste, diplômée de l'école supérieure des arts graphiques de Prague, puis de l'illustre FAMU, auront été nombreux et c'est précisément d'abord ce que cette rétrospective, intitulée simplement Dagmar Hochova et accessible en anglais, montre à ses visiteurs. Si son ouverture constitue un des temps forts de l'actualité culturelle de cet automne à Prague, l'exposition n'est toutefois pas tout à fait une nouveauté. Il y a un peu plus d'1 an, en effet, un événement similaire s'était déjà tenu à la Galerie Mourav de Brno, dont le département de la photographie est à l'origine du traitement et de la numérisation de l'immense héritage laissé par Dagmar Hochova. Directeur de ce département et conservateur de l'exposition présentée à Prague, Jiří Pátek explique que c'est un travail de fourmi qui a dû être mené près de 12 années durant pour finalement ne retenir que l'essentiel tout en présentant l'essence même de l'œuvre de Dagmar Hochova. Jiří Pátek. L'élément clé de ce projet, et c'est ce que je dis toujours, c'est bien évidemment ce que nous a laissé Dagmar Hochova et ce qui a été la clé pour interpréter son travail. Il faut se rendre compte que ces archives contenaient quelques 130 000 négatifs. Vous imaginez donc bien qu'une fois que vous avez accès à une telle documentation, c'est comme si toute la vie et l'œuvre de l'auteur s'étalaient sous vos yeux. Vous voyez ses affaires personnelles, ses relations sociales, les thèmes qu'elle a photographiés. Vous comprenez les liens entre les différents segments de son œuvre, mais aussi que même ceux qui suscitent l'admiration et jouissent d'une certaine reconnaissance dans ce monde ne sont que des êtres humains. Concernant Dagmar Hochova, il y a évidemment beaucoup de thèmes différents que nous aurions pu retenir, mais nous avons choisi celui des enfants parce que c'est probablement celui qui la caractérise le mieux, mais aussi par exemple celui de la photo commerciale, qui est une partie moins connue de son travail, alors qu'il fallait bien qu'elle vive de quelque chose.
À travers quelques 150 photos, la vie et l'œuvre de Dagmar Ochowa sont présentées dans les espaces très modernes de la maison de la photographie de manière progressive, chronologique, mais aussi par thème ou dans des contextes inattendus. C'est ainsi qu'elle est présentée comme une étudiante prometteuse en cinéma à la FAMU de Prague ou comme l'auteur de couvertures de magazines et de livres réalisés dans les années 1950 sur commande pour divers éditeurs ou des magazines de société extrêmement populaires sous l'ancien régime communiste. Enfin, et peut-être même surtout, comme une documentariste sensible aux événements sociaux et politiques qu'elle a suivis tout au long de sa vie, comme le rappelle Jiří Patek. Je dirais que nous retraçons vraiment tout son parcours depuis le début, depuis ses études jusqu'aux années 1990, lorsqu'elle était députée au Conseil national tchèque et qu'elle y a créé un ensemble très intéressant de photos prises depuis les bancs des députés, mais aussi en coulisses ou dans les couloirs. Cet ensemble est d'ailleurs à l'origine de notre collaboration avec l'Institut d'histoire contemporaine. Les historiens se sont en effet particulièrement intéressés à ce segment car il n'existe finalement pas beaucoup de documentation sur cette période pourtant clé de l'histoire de notre pays. Le début des années 1990 a été une période très mouvementée, tumultueuse, et les gens avaient d'autres préoccupations que de prendre des photos. Mais aujourd'hui, 35 ans plus tard, nous sommes reconnaissants de pouvoir retracer rétrospectivement les événements qui se sont passés au Parlement à partir des photos prises par quelqu'un de l'intérieur. À partir des années 1970, dites de normalisation et de désillusion profonde qui ont suivi l'écrasement du printemps de Prague, le style de Dagmar Ochowa s'est davantage orienté vers le documentaire social. Elle se concentre alors sur des sujets difficiles, souvent douloureux. Elle photographie des institutions pour enfants handicapés mentaux, des maisons de retraite et documente le travail des religieuses qui soignent les personnes hébergées dans ces institutions. Autant de lieux qui, dans la Tchécoslovaquie de l'époque, sont délibérément relégués à l'écart, cachés du public, afin de ne pas ternir l'image positive du régime. Jamais pourtant, comme le montre la série de clichés pris en novembre 1989, au cœur de l'euphorie de la Révolution, la joie de vivre et le désir de continuer à explorer le monde n'ont disparu de ces photos en noir et blanc. Comme si Dagmar Ochowa, fidèle à la liberté, à l'humanisme et à la solidarité humaine, trois valeurs auxquelles elle a cru toute sa vie, était toujours restée inspirée de l'insouciance de ses enfants qu'elle aimait tant observer derrière son appareil, sans jamais rechercher une perfection technique dont elle se moquait, puisque photographiant des êtres humains par essence eux-mêmes imparfaits. Toujours avec un œil rempli de cette distance bienveillante que peut être l'ironie. Une petite valise ayant appartenu à la journaliste et écrivaine Milena Jesenska vient d'être acquise par le musée de la littérature tchèque et intégrée à ses collections. Jusqu'à récemment, l'objet avait été conservé par la famille d'une de ses compagnes de cellule, comme nous le raconte Anna Kubishta. Hormis ses écrits pour des journaux, magazines, ses traductions en tchèque des textes de son ami Franz Kafka ou encore sa correspondance, il nous reste peu de choses ayant appartenu à Milena Jesenska, esprit libre, figure du journalisme et du féminisme tchécoslovaque de l'entre-deux-guerres. Car après son arrestation par la Gestapo dès 1939 pour activité de résistance, la plupart de ses biens sont confisqués ou détruits par les nazis. La récente découverte d'une petite valise lui ayant appartenu est donc un événement qui fait ressurgir tout un pan de son histoire. Longtemps conservé dans une famille pragoise, ce bagage vient d'être acquis et intégré aux collections de l'institution chargée de préserver les archives littéraires nationales. La petite valise de cuir d'environ 45 cm de large n'a rien d'exceptionnel en apparence, sinon sa propriétaire d'origine. Elle a été conservée pendant plus de 8 décennies par la famille de l'historien Arno Pajík. Sa mère, Božena Pajíková, a été emprisonnée à la prison de Pankráč à Prague pendant l'occupation nazie, où elle a partagé un temps sa cellule avec Milena Jesenska, comme le rappelle l'archiviste Petr Kotík. Božena Paříková na přelomu let 1939 a 1940. Au tournant des années 1939-1940, Božena Paříková a été emprisonnée à la prison de Pankráč en tant que membre de la résistance. Elle collectait de l'argent pour les familles privées de soutien financier après l'arrestation par les nazis de l'un des leurs. En prison,
Elle partageait une cellule avec Milena Jesenská. Celle-ci avait été arrêtée pour avoir aidé des antifascistes et des juifs à fuir à l'étranger. Ohroženým antifašistům, ale i lidem židovského původu, kteří byli v ohrožení. Lorsque Milena Jesenská est transférée vers l'Allemagne par les autorités nazies, les deux femmes échangent leurs bagages. Božena Paříková, když jela Milena Jesenská na soud do Milena Drážďan, Jesenská a été envoyée à Dresde pour y être jugée, mais elle n'avait pas assez de place pour transporter toutes les affaires qu'elle avait accumulées en prison. Alors Božena Paříková lui a donné sa grande valise, elle a gardé à la place la petite valise de Milena Jesenská. Paříkovský kufr a ten malý Mileny Jesenský si nechala. Božena Paříková sortira de prison en 1940 et emmènera la valise avec elle, la conservant dans son appartement de la rue Sparlena à Prague pendant des décennies. Milena Jesenská, elle, est déportée au camp de Ravensbrück où elle mourra 4 ans plus tard, minée par de graves problèmes de santé. Là-bas, elle s'efforce malgré tout de prêter main forte à ses co-détenus. Traductrice de la correspondance de Milena Jesenská pendant la période de la guerre, Hélène Belletto-Sussel nous avait raconté comment la journaliste et résistante puisait sa force dans l'aide à autrui. Il y a plusieurs choses qui l'ont aidée, en dépit de ses problèmes de santé qui étaient très réels et qu'elle avait déjà quand elle est arrivée. C'est que d'abord, elle a été aidée par des camarades tchèques communistes qui ont tout mis en œuvre pour qu'elle soit affectée à l'infirmerie. Elle n'avait donc pas les mêmes conditions de détention que les autres. Ça, c'était, pour qui a lu des choses sur les camps, c'était vraiment très très important d'avoir une fonction particulière à l'intérieur des camps. Donc il y a ça, et puis il y a l'amitié avec Margarete Huber-Neumann, et ça a été vraiment un pilier, enfin un élément qui l'a tenu debout et qui fait que malgré ses problèmes de santé, elle tenait. Et puis il y avait aussi ses convictions. À un moment, Margarete Huber-Neumann, dans le livre qu'elle a écrit, Prisonnière chez Staline et Hitler, elle dit « Ce qui m'a fait tenir, c'est pas seulement ma bonne santé. » Elle avait probablement une bonne santé. Elle est quand même morte à 89 ans, après avoir survécu à deux ans chez Staline et 5 ans chez Hitler. Mais elle dit, c'est le désir, c'est l'idée qu'on peut être utile à quelqu'un. Le désir de faire quelque chose pour les autres. Et ça, Milena, elle l'avait. Dans son domaine, qui était ce qu'on appelait Krankenrevier, qui était l'infirmerie, elle savait qu'elle pouvait faire des choses. Elle avait accès aux fichiers, aux fiches des détenus, etc. Elle avait les moyens de faire quelque chose. Et ça, je pense que pour quelqu'un comme elle, c'était capital de savoir qu'elle n'était pas là comme un simple objet, mais comme quelqu'un qui avait quand même encore une volonté et un pouvoir. Et ce pouvoir, elle savait le trouver là où il était. C'était pas grand-chose, mais c'était quand même quelque chose. C'était pas rien. Bon, après, la maladie l'a rattrapée. Marquée par le temps, la petite valise en cuir de Milena Jesenská porte encore 2 étiquettes d'hôtel datant de l'époque où elle a vécu à Vienne avec son mari, Ernst Polak, au début des années 1920. Il sera possible de la voir au musée de la littérature tchèque dans le cadre d'une future exposition consacrée à la scène littéraire germanophone de Prague, témoin d'un passé englouti par la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin de cette émission préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova, réalisation Dagmar Hlídková. L'actualité tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz et sur les réseaux sociaux de Radio Prague International. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Naslyšenou.